Bonjour à toutes et à tous. Soyez pas déçus, je vous vois déçus parce qu'on ne va pas parler d'hémostase, mais on va quand même rattraper l'hémostase à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc on va parler d'RSPO, j'ai des liens d'intérêt avec l'industrie, et notamment pour cette présentation avec un industriel qui fait un matériel dont on parlera un petit peu après, qui est innovant dans le domaine. Alors RSPO, la récupération sanguine péropératoire, vous l'utilisez probablement tous au quotidien, vous savez l'utiliser. Le problème, c'est qu'il y a un peu un effet boîte noire, c'est que souvent on le met au bloc opératoire, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne à l'intérieur, mais on est content, et c'est d'ailleurs ce qu'on recherche un peu des fois, c'est la tranquillité. À la fin, il y a de quoi retransfuser le patient, et souvent ça s'arrête là. Ce qu'on va essayer, c'est de rentrer un tout petit peu dans le détail pour comprendre un peu la suite, et puis c'est important de savoir ce qu'on fait, c'est l'occasion aujourd'hui. Alors vous les connaissez, ces principaux dispositifs, c'est des RSPO par centrifugation, ça fonctionne avec un bol de LATAM, donc un bol comme ça qui va centrifuger, séparer les différentes phases, et éliminer dans les déchets le plasma, puis les plaquettes, puis les leucocytes, et ne garder à la fin, théoriquement, que les globules rouges. Et donc on libère tous les composés plasmatiques, les facteurs de coagulation, les cytokines, l'hémoglobine libre, l'héparine, les leucocytes, les plaquettes, on va en reparler. Comment ça s'évalue ça biologiquement ? En termes de récupération des globules rouges, vous voyez que les dispositifs actuels ils récupèrent très bien les globules rouges, plus de 85% des globules rouges, avec une capacité de bien concentrée, plus de 60, 50%, plus de 50% pour la plupart des dispositifs. Ça lave aussi très bien, et c'est l'autre intérêt de ces dispositifs-là, c'est de laver tous les composants plasmatiques. Et là, on a des capacités de lavage de l'héparine, de l'hémoglobine libre et des cytokines qui dépassent largement les 90% le plus souvent. Alors, je pose souvent la question, quand on fait des topos sur ce sujet, qu'est-ce que vous savez des leucocytes? Si on écoute les industriels qui vendent ces dispositifs-là, les dispositifs sont merveilleux, ils éliminent 100% des leucocytes et des plaquettes, ils ne gardent que des globules rouges parfaits, prêts à retransfuser au patient. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand on regarde la littérature qui est peu fournie, en fait, ces dispositifs, ils gardent 60, 70, 80% des leucocytes selon les dispositifs. Ces leucocytes-là, ils n'ont pas été évalués d'un point de vue de la sécurité, de leur état d'activation, de leur efficacité. Et donc ça, c'est quand même un point important à retenir. Ça s'évalue aussi cliniquement, à la fois sur le bénéfice en termes d'épargne transfusionnelle et en termes de risque, potentiellement par l'augmentation du saignement, l'augmentation de l'utilisation des médicaments dérivés du sang et des produits sanguins labiles parce qu'on déplète les facteurs de coagulation, et puis plus largement sur la morbimortalité. Et ça, vous le savez, la RSPO, ça rentre dans la gestion personnalisée du capital sanguin au titre de la minimisation des pertes sanguines. Alors, le domaine dans lequel la littérature est le plus fournie, c'est la chirurgie cardiaque, a fortiori la chirurgie cardiaque sous CEC. Et là, on a des recommandations du monde entier, y compris françaises et européennes, pour nous dire avec un bon niveau de preuve, ça marche pour réduire l'utilisation des concentrés érythrocytaires en chirurgie cardiaque. C'est tout. Et ça repose sur une littérature qui est assez fournie, mais qui est ancienne et hétérogène, pour laquelle vous voyez, c'est en vert, il y a une amélioration, une diminution de la consommation en concentré érythrocytaire, et pas de modification en bien ou en mal des autres outcomes. Si on prend les recommandations européennes que vous connaissez, ou si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à les consulter. Les recommandations européennes sur la gestion périopératoire du saignement, vous voyez qu'on nous recommande en chirurgie orthopédique majeure, en chirurgie carcinologique, en chirurgie gynécologique, en obstétrique, avec un grade de recommandation faible, d'utiliser des stratégies de récupération sanguine péropératoire. En résumé, c'est chez le patient avec une chirurgie à haut risque, antifibrinolytique et utilisation de dispositifs de RSPO. Et ça, la difficulté, quand on reprend une méta-analyse Cochrane récente de 2023, c'est qu'en dehors de la chirurgie cardiaque et vasculaire, où il y a un petit peu de données, c'est les 3 premières lignes, en dehors de l'orthopédie, mais avec des études qui commencent à dater un petit peu, où il y a des données, sinon, il n'y a globalement pas de données. Et encore une fois, l'effet principal, il est sur l'épargne transfusionnelle et pas d'effet mesurable actuellement sur les autres outcomes. Alors vous pourriez me répondre, oui, mais maintenant, nous, on fait extrêmement attention, on fait de l'EPO aux patients, nos chirurgiens font attention, nous, on fait attention, on sélectionne les patients, ils ne saignent plus, on n'en a plus besoin en chirurgie autre que chirurgie cardiaque. Et je vais vous dire, c'est vrai. Et là, je pense que la bonne réponse vient des recommandations HAS publiées en 2022 sur la gestion périopératoire du capital sanguin que vous pouvez retrouver et que je vous invite aussi à consulter parce qu'elles sont très intéressantes. Et on nous dit qu'il est recommandé d'utiliser des dispositifs de RSPO en chirurgie cardiaque, aortique, rachis lourd,
reprise prothétique complexe du membre inférieur. Et finalement, la dernière phrase, c'est la plus intéressante, c'est pour toute chirurgie à risque de transfusion estimée comme majeure, et pour certaines populations que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas transfuser. Globalement, une chirurgie qui est estimée comme à risque majeur, c'est une chirurgie pour laquelle vous estimez avoir plus de, je vous l'ai mis en bas, 500 ml ou 10% de masse sanguine ou 8 ml/kg de perte sanguine. Rien ne vous empêche de mettre juste un bol de recueil et de traiter que si vous ne dépassez ces volumes-là. On va reparler un petit peu après de cancer et d'infection, mais c'est évoqué par les dispositifs, par les recommandations. Et pour le sepsis et le cancer, je vous invite à regarder parmi toutes les autres vidéos, la vidéo qui est brillante du docteur Alexandre Godon de Grenoble sur la récupération de sang péropératoire, que vous retrouverez du coup pour la 4e fois sur le site du GIHP. Pour vous en faire quand même un résumé, pour pas que vous laissez repartir sur votre faim, le sepsis, il y a un risque théorique avec la récupération d'augmenter le CIRS et d'augmenter le risque de bactériémie si on retransfuse au patient du sang qui est contaminé par des bactéries. Ce que la littérature montre, c'est que le lavage des dispositifs actuels élimine très bien les cytokines, élimine très bien les bactéries. On peut encore plus augmenter l'élimination des bactéries en ajoutant un fil de déleucocytation, on va en parler après. Et que de l'autre côté, on sait que la transfusion par elle-même augmente le risque infectieux, augmente le risque de réponse inflammatoire systémique exacerbée. Et globalement, on n'a pas beaucoup de données pour répondre à cette question-là. Dans le cancer, un peu la même réflexion, un risque théorique d'augmenter le risque métastatique et le risque de récurrence de cancer. Mais on sait que chez le patient cancéreux, il y a des cellules tumorales circulantes, qu'on utilise ou non un dispositif de RSPO. Et on sait par ailleurs que la transfusion, elle augmente le risque de récurrence de cancer par l'immunomodulation induite. Et encore une fois, on n'a pas de données robustes pour répondre à la question. Et donc la conclusion de ça, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser les dispositifs de RSPO chez le patient cancéreux ou chez le patient infecté. Et on recommande l'utilisation par mesure de sécurité, de prudence, des fils de déleucocytation. Ce sont des filtres 40 microns en fibre de verre qui ont une surface électronégative et qui vont fixer les leucocytes et aussi les plaquettes. Ils sont indiqués quand on fait de la RSPO dans le sepsis, dans le cancer ou en présence d'une contamination potentielle par le liquide amniotique. Il y a des cas de décrit d'hypotension post-retransfusion. Le rationnel existe, mais ce ne sont que des données in vitro. Il n'y a pas de réelle démonstration clinique de ça et ça ne doit pas vous freiner à l'utilisation des fils de déleucocytation. Alors, je vous avais dit qu'on allait revenir à l'hémostase, que c'était promis. Il faut qu'on parle un tout petit peu de plaquettes. Vous voyez que dans toute cette présentation-là, avec ces dispositifs, on élimine les plaquettes au cours de la récupération sanguine. Or, vous savez que les plaquettes, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un rôle important dans l'hémostase, et que de l'autre côté, la thérapeutique de la thrombopathie et de la thrombopénie qui saigne, c'est-à-dire la transfusion sanguine, la transfusion plaquettaire allogénique, ben son bénéfice n'est pas réellement démontré, et en termes de risque, il y a des résultats conflictuels qui nous font penser qu'il peut y avoir des risques associés. Et donc, il y a un dispositif dont je vous parlais tout à l'heure, parce que j'ai fait partie de l'équipe qui a évalué en préclinique et en clinique ce dispositif. C'est un dispositif qui est développé en France et qui est basé non pas sur un bol de centrifugation, mais sur de la filtration. Le principe étant de garder non plus que les globules rouges, mais tous les éléments cellulaires, de continuer de laver tous les composés plasmatiques, mais de garder les globules rouges, les plaquettes, et bien sûr de garder les leucocytes, comme le font finalement les autres dispositifs. Alors, on a montré en préclinique sur du sang humain que ça marchait bien, et puis on a montré en chirurgie cardiaque à risque modéré hémorragique, dans 4 centres en France sur 50 patients, que ça fonctionnait bien. Ça fonctionne très bien pour récupérer les globules rouges, à peu près au même niveau que les dispositifs basés sur la centrifugation, avec une hématocrite un peu plus faible, parce que plus on va travailler avec des hématocrites élevées, plus on augmente les contraintes sur le sang et plus on va abîmer les plaquettes. Des performances de lavage qui sont identiques aux dispositifs actuels, et une capacité de récupérer globalement une plaquette sur 2. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces plaquettes-là, on ne les a pas encore évaluées en termes cliniques de leur rapport à l'hémostase, mais par contre, on sait qu'en cytométrie de flux, c'est-à-dire quand on les prend et qu'on les analyse ex vivo, elles ont une fonction qui semble conservée. La réponse clinique, elle va venir dans les mois, années à venir, avec le début d'un RCT, une étude randomisée contrôlée sur 10 centres en chirurgie cardiaque, quasiment 600 patients, qui va débuter avant la fin de l'année, qui est pilotée par Bordeaux et qui sera réalisée donc en chirurgie cardiaque à haut risque hémorragique. Donc, en résumé, la RSPO, elle vous incite à considérer le risque chirurgical
Et ça, c'est à pondérer en fonction du centre où vous êtes, de l'éloignement dans lequel vous êtes, de la transfusion sanguine et des capacités hémostatiques de vos chirurgiens. De peut-être à l'avenir, en fonction des résultats, de considérer les dispositifs basés sur la filtration et d'inclure tout ça dans un protocole multidisciplinaire de patient blood management, de gestion personnalisée du capital sanguin. Et pour la 6e fois, je remercie le GIHP et nos 2 modératrices. Merci.